Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait un tournant aussi dramatique. Tout a commencé il y a 2 ans, lorsque mon mari, Pierre, et moi nous sommes mariés. Nous étions jeunes, amoureux et pleins d'espoir pour l'avenir. Cependant, notre situation financière était loin d'être idéale. Pierre venait de terminer ses études et commençait tout juste sa carrière dans une petite entreprise de marketing, tandis que je travaillais comme serveuse dans un café local, essayant de joindre les 2 bouts tout en poursuivant mes études à temps partiel. Nos premiers mois de mariage ont été un mélange d'excitation et d'anxiété. Nous vivions dans un minuscule studio au cœur de Paris, payant un loyer exorbitant qui engloutissait la majeure partie de nos revenus. Chaque mois était un défi, et nous nous retrouvions souvent à compter les centimes pour arriver à la fin du mois. Malgré tout, nous étions heureux, convaincus que notre amour surmonterait tous les obstacles. Un soir, alors que nous dînions avec des pâtes bon marché pour la énième fois ce mois-là, Pierre a reçu un appel de sa mère, Elisabeth. Je me souviens encore de la façon dont son visage s'est illuminé pendant la conversation. Après avoir raccroché, il s'est tourné vers moi avec un large sourire. « Marie, tu ne devineras jamais ce que maman vient de proposer, s'est-il exclamé. « Quoi donc ?» ai-je demandé, intrigué par son enthousiasme soudain. « Elle nous invite à vivre chez elle pendant quelque temps. Elle dit que ça nous permettrait d'économiser de l'argent et de planifier notre avenir. » J'ai été prise de court. Elisabeth et moi n'avions jamais été particulièrement proches. Elle était une femme élégante et sophistiquée, vivant dans une grande maison dans la banlieue chic de Paris. Nos rares interactions avaient toujours été cordiales, mais teintées d'une certaine froideur de sa part. L'idée de vivre sous son toit me rendait nerveuse. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» ai-je demandé prudemment. « Ta mère et moi, nous ne nous connaissons pas vraiment. » Pierre a pris mes mains dans les siennes, ses yeux brillants d'espoir. « C'est l'occasion parfaite, Marie. Pense à tout l'argent que nous pourrions économiser. Nous pourrions enfin commencer à mettre de côté pour notre propre maison, peut-être même pour fonder une famille. » Ces paroles ont fait écho à mes propres rêves, et j'ai senti ma résistance faiblir. Après tout, ce ne serait que temporaire, n'est-ce pas? Quelques mois tout au plus, le temps de nous remettre sur pied financièrement. D'accord, ai-je finalement acquiescé. Essayons. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de préparatifs. Nous avons donné notre préavis pour le studio, emballé nos maigres possessions et dit au revoir à notre petit coin de Paris. Le jour du déménagement, alors que nous chargions nos cartons dans la voiture de Pierre, j'ai ressenti un mélange d'excitation et d'appréhension. Lorsque nous sommes arrivés chez Elisabeth, j'ai été frappé par la grandeur de sa maison. C'était une belle demeure de style haussmannien, avec un jardin soigneusement entretenu. Elisabeth nous attendait sur le perron, vêtue d'une robe élégante et arborant un sourire que je ne lui avais jamais vu auparavant. « Bienvenue, mes chéris », s'est-elle exclamée en nous embrassant. Son parfum coûteux m'a enveloppée alors qu'elle me serrait brièvement dans ses bras. « Venez, je vais vous montrer votre chambre. » Nous l'avons suivie à l'étage, où elle nous a conduits dans une grande chambre lumineuse avec une salle de bain attenante. Les meubles étaient anciens mais bien entretenus, et un grand lit trônait au centre de la pièce. « J'espère que vous serez confortable ici, » a dit Elisabeth. « N'hésitez pas à vous installer et à vous sentir comme chez vous. » Cette nuit-là, allongée dans ce lit inconnu, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Pierre, lui, s'était endormi presque instantanément, épuisé par le déménagement. Je fixais le plafond, essayant d'imaginer à quoi ressemblerait notre vie ici. Une partie de moi était reconnaissante pour cette opportunité, mais une autre ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Les premiers jours ont été une période d'ajustement. Elisabeth était une hôtesse attentionnée, nous préparant des repas délicieux et s'assurant que nous avions tout ce dont nous avions besoin. Elle semblait sincèrement heureuse de nous avoir chez elle, et je me suis surprise à penser que mes inquiétudes initiales étaient peut-être infondées. Un soir, alors que nous dînions tous les trois, Elisabeth a abordé le sujet de nos finances. « Alors, mes chéris, a-t-elle dit en sirotant son vin, avez-vous commencé à faire des plans pour l'avenir ?» Pierre et moi avons échangé un regard. « Eh bien, » a commencé Pierre, « nous espérons pouvoir économiser suffisamment pour acheter notre propre appartement d'ici 1 an ou 2. » Elisabeth a hoché la tête d'un air approbateur. « C'est un excellent objectif. Vous savez,
je pourrais vous aider à gérer vos finances si vous le souhaitez. J'ai une certaine expérience dans ce domaine. J'ai senti une légère tension dans ma poitrine à ces mots. L'idée qu'Elisabeth s'immisce dans nos affaires financières me mettait mal à l'aise, mais je ne voulais pas paraître ingrate. C'est très gentil à vous, Elisabeth, ai-je dit avec un sourire forcé. Nous y réfléchirons. Ce soir-là marqua le début de ce qui allait devenir le cauchemar de ma vie. À ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer à quel point les choses allaient dégénérer. Je pensais naïvement que nous étions sur la bonne voie, que cette situation temporaire nous permettrait de construire un avenir meilleur. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois. Petit à petit, j'ai commencé à remarquer des changements subtils dans le comportement d'Elisabeth. Ses suggestions concernant nos finances sont devenues plus fréquentes et plus insistantes. Elle commençait à poser des questions sur nos dépenses, à commenter nos choix de vie. Un jour, alors que je rentrais du travail, j'ai entendu Elisabeth et Pierre discuter dans la cuisine. Je me suis arrêtée dans le couloir, écoutant malgré moi leur conversation. « Pierre, chéri, disait Elisabeth, tu ne penses pas qu'il serait temps que Marie trouve un emploi plus stable? Être serveuse, ce n'est pas vraiment un métier d'avenir, tu ne crois pas? » J'ai senti mon cœur se serrer. J'aimais mon travail au café, et il me permettait de poursuivre mes études. Entendre ma belle-mère en parler avec tant de dédain m'a blessé profondément. « Maman, a répondu Pierre d'une voix hésitante, Marie travaille dur et elle étudie en même temps. Je pense qu'elle fait de son mieux. Je comprends, mon chéri, a poursuivi Elisabeth d'un ton doucereux, mais vous vivez sous mon toit maintenant. Je me sens responsable de votre avenir. Je veux juste m'assurer que vous prenez les bonnes décisions. » J'ai dû me retenir de ne pas entrer dans la cuisine et confronter Elisabeth. Au lieu de cela, j'ai pris une profonde inspiration et je suis montée dans notre chambre, feignant de n'avoir rien entendu. Ce soir-là, allongée dans le lit à côté de Pierre, j'ai réalisé que ce qui devait être une solution temporaire commençait à ressembler à un piège. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que nous avions peut-être fait une erreur en acceptant l'offre d'Elisabeth. Mais comment pouvais-je exprimer ces doutes à Pierre sans paraître ingrate? Alors que je fixais le plafond, incapable de trouver le sommeil, je me suis promis de redoubler d'efforts pour économiser et sortir de cette situation le plus rapidement possible. Je ne pouvais pas imaginer à quel point les choses allaient empirer, ni les épreuves qui nous attendaient. Ce n'était que le début de notre cauchemar, et j'étais loin de me douter des sombres tournants que notre vie allait prendre. Au fil des mois, l'atmosphère dans la maison d'Elisabeth est devenue de plus en plus pesante. Ce qui avait commencé comme une solution temporaire s'est transformé en un cauchemar éveillé. Elisabeth, ma belle-mère, s'est révélée être une femme extrêmement contrôlante, s'immisçant dans tous les aspects de notre vie. Un matin, alors que je préparais mon petit déjeuner avant d'aller travailler, Elisabeth est entrée dans la cuisine, vêtue de son peignoir en soie, ses cheveux parfaitement coiffés malgré l'heure matinale. « Bonjour, Marie, a-t-elle dit d'un ton faussement joyeux. Tu prends encore des céréales pour le petit déjeuner? Tu sais, ce n'est pas très nutritif. Pourquoi ne prendrais-tu pas plutôt des œufs? J'en ai préparé pour Pierre. J'ai serré les dents, essayant de garder mon calme. Merci, Elisabeth, mais je préfère mes céréales. C'est ce que je mange habituellement avant le travail. Elle a soupiré, secouant légèrement la tête. Comme tu veux, ma chérie. Mais ne te plains pas si tu manques d'énergie plus tard. Ces petites remarques étaient devenues quotidiennes. Elisabeth avait toujours une opinion sur ce que nous mangions, ce que nous portions, comment nous passions notre temps libre. Rien n'échappait à son regard scrutateur. Un soir, alors que Pierre et moi discutions de nos projets pour le week-end dans notre chambre, Elisabeth a frappé à la porte avant d'entrer sans attendre notre réponse. « Mes chéris, a-t-elle dit en s'asseyant sur le bord de notre lit, j'ai pensé que nous pourrions faire un petit point sur vos finances. Après tout, cela fait déjà 6 mois que vous êtes ici, et je me demandais comment avançaient vos économies. » J'ai échangé un regard avec Pierre, mal à l'aise. Nos finances étaient un sujet sensible, surtout compte tenu de notre situation actuelle. « Eh bien, a commencé Pierre, hésitant, nous avons réussi à mettre un peu d'argent de côté, mais c'est encore loin d'être suffisant pour acheter notre propre appartement. » Elisabeth a claqué sa langue contre son palais, un geste qui m'irritait de plus en plus. « Je vois.
peut-être devrions-nous revoir votre budget ensemble? Je suis sûre que je pourrais vous donner quelques conseils pour optimiser vos dépenses. J'ai senti la colère monter en moi. De quel droit s'immisçait-elle ainsi dans nos affaires? Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, Pierre a acquiescé. Ce serait gentil, maman. Merci. Les jours suivants, Elisabeth a passé en revue chacune de nos dépenses, critiquant chaque achat qu'elle jugeait superflu. Mon abonnement à la salle de sport? Un luxe inutile selon elle. Les livres que j'achetais pour mes études? Elle suggérait que j'emprunte à la bibliothèque à la place. Même nos rares sorties au cinéma n'échappaient pas à ses commentaires. Un samedi après-midi, alors que je rentrais d'une promenade, j'ai trouvé Elisabeth en train de fouiller dans notre armoire. « Que faites-vous » ai-je demandé, choquée. Elle s'est retournée, nullement gênée. « Oh, Marie. Je faisais juste un peu de rangement. Tu sais, j'ai remarqué que vous aviez beaucoup de vêtements que vous ne portez jamais. Je pensais que nous pourrions faire un tri et peut-être vendre certaines pièces pour augmenter vos économies. » J'étais abasourdie. « Elisabeth, ce sont nos affaires personnelles. Vous n'avez pas le droit de... » « Allons, ma chérie, m'a-t-elle coupé d'un ton condescendant, je ne fais que vous aider. Après tout, vous vivez sous mon toit. Je veux m'assurer que vous utilisez cet espace de manière optimale. » J'ai quitté la pièce, tremblante de rage et d'impuissance. Cette nuit-là, j'ai confronté Pierre. « Ça ne peut plus durer, ai-je dit, les larmes aux yeux. Ta mère contrôle chaque aspect de notre vie. Nous n'avons plus aucune intimité, aucune liberté. » Pierre a soupiré, passant une main dans ses cheveux. « Je sais que c'est difficile, Marie. Mais essaie de comprendre. Ma mère veut juste nous aider. Et nous avons besoin de cette aide pour le moment. » J'ai secoué la tête, incrédule. « Tu ne vois pas ce qui se passe? Elle ne nous aide pas, elle nous contrôle. » Mais Pierre semblait incapable de voir la situation telle qu'elle était réellement. À chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, il trouvait une excuse pour le comportement de sa mère ou changeait de sujet. Les semaines passaient, et je sentais que je perdais peu à peu mon autonomie. Elisabeth avait une opinion sur tout, depuis la façon dont je devais faire la lessive jusqu'à la manière dont je devais gérer ma carrière. Un jour, alors que je rentrais du travail, j'ai trouvé Elisabeth assise à la table de la cuisine, un tas de papiers devant elle. « Ah, Marie, a-t-elle dit en me voyant, j'étais justement en train de regarder les offres d'emploi. J'ai trouvé plusieurs postes qui pourraient t'intéresser. Des emplois plus stables, tu comprends? » J'ai senti la colère monter en moi. « Elisabeth, je vous ai déjà dit que j'aime mon travail actuel. Il me permet de poursuivre mes études. » Elle a agité la main d'un geste dédaigneux. « Oui, tes études. Mais ne penses-tu pas qu'il serait temps de te concentrer sur une vraie carrière? Après tout, tu n'es plus une enfant. » J'ai serré les poings, luttant pour garder mon calme. Mes études sont importantes pour moi. Et mon travail au café me convient parfaitement pour le moment. Elisabeth a soupiré, me regardant comme si j'étais une enfant capricieuse. « Ma chérie, je ne fais que penser à votre avenir. À votre âge, Pierre et moi avions déjà... » Je n'ai pas entendu la suite. J'ai quitté la pièce, montant les escaliers 2 à 2 pour me réfugier dans notre chambre. Une fois seule, j'ai laissé couler mes larmes de frustration. Le soir même, j'ai essayé une nouvelle fois d'en parler à Pierre. « Ton travail te plaît, non ?» m'a-t-il demandé, l'air perplexe. « Bien sûr que oui », ai-je répondu, exaspérée. « Ce n'est pas la question. Ta mère n'arrête pas de critiquer mes choix, de s'immiscer dans notre vie. Ça devient insupportable. » Pierre a pris ma main, son visage exprimant une inquiétude sincère. « Je sais que ma mère peut être un peu envahissante parfois. Mais elle veut vraiment notre bien, tu sais. Peut-être que si tu essayais de voir les choses de son point de vue. » J'ai retiré ma main, incrédule. « Son point de vue ? Pierre, elle ne respecte pas nos choix, notre vie privée. Comment peux-tu ne pas le voir ? » Mais Pierre semblait incapable de comprendre. Ou peut-être ne voulait-il pas comprendre. Cette nuit-là, allongée dans notre lit, j'ai réalisé à quel point je me sentais seule dans cette bataille.
Les jours suivants, j'ai essayé de garder mes distances avec Elisabeth, mais c'était presque impossible dans cette maison. Elle trouvait toujours un moyen de s'immiscer, de donner son avis, de critiquer. Un dimanche matin, alors que je prenais mon petit déjeuner seule dans la cuisine, Elisabeth est entrée, un sourire aux lèvres. « Marie, ma chérie, a-t-elle dit d'une voix mielleuse, j'ai eu une idée merveilleuse. Que dirais-tu si nous allions faire du shopping ensemble cet après-midi ? Je pourrais t'aider à choisir quelques tenues plus appropriées pour tes entretiens d'embauche. » J'ai failli m'étouffer avec mon café. Quels entretiens d'embauche ? Elisabeth a eu l'air surprise. Eh bien, pour les emplois dont nous avons parlé l'autre jour, bien sûr. J'ai pris la liberté d'envoyer ton CV à quelques entreprises. Tu as un entretien mardi prochain. Cette fois, c'en était trop. J'ai posé ma tasse si brutalement que le café a débordé sur la table. Elisabeth, ai-je dit, ma voix tremblante de colère, je vous ai déjà dit que je ne cherchais pas de nouveau travail. Vous n'aviez aucun droit de faire ça sans mon consentement. Son visage s'est durci. Je ne fais que penser à votre avenir. Si vous n'êtes pas capable de prendre les bonnes décisions, quelqu'un doit le faire pour vous. J'ai quitté la pièce, montant dans notre chambre et claquant la porte derrière moi. J'ai passé le reste de la journée enfermée, essayant de calmer ma colère et mon sentiment d'impuissance. Cette nuit-là, alors que Pierre dormait paisiblement à côté de moi, j'ai fixé le plafond, incapable de trouver le sommeil. Je réalisais que j'étais en train de perdre non seulement mon autonomie, mais aussi une partie de moi-même. Chaque jour passé dans cette maison semblait me vider un peu plus de mon énergie, de ma joie de vivre. Je savais que quelque chose devait changer, mais je ne savais pas encore quoi. Ce que je ne savais pas, c'est que les événements allaient bientôt prendre une tournure encore plus dramatique, me poussant à bout et me forçant à prendre des décisions que je n'aurais jamais imaginées. La journée avait commencé comme toutes les autres depuis que nous vivions chez Elisabeth. Je m'étais levée tôt, avait pris un rapide petit déjeuner sous le regard désapprobateur de ma belle-mère, et était partie travailler au café. Cependant, ce jour-là allait être différent. Ce jour-là, j'allais découvrir une vérité qui allait tout changer. Mon patron, François, m'avait demandé de faire l'ouverture ce matin-là. J'étais donc arrivée au café avant l'aube, préparant les machines à café et disposant les viennoiseries fraîchement livrées dans la vitrine. Le travail était apaisant, me permettant d'oublier momentanément la tension qui régnait à la maison. Vers midi, alors que le rush du déjeuner battait son plein, François m'a appelé dans son bureau. « Marie, a-t-il dit en fermant la porte derrière moi, j'ai remarqué que tu semblais un peu distraite ces derniers temps. Tout va bien ? » J'ai hésité un instant avant de répondre. François avait toujours été un patron compréhensif, presque paternel. C'est juste, la situation à la maison est un peu compliquée et je finis par avouer. Il a hoché la tête avec sympathie. Je comprends. Écoute, pourquoi ne prendrais-tu pas ton après-midi ? Ça te ferait du bien de te reposer un peu. J'ai été surprise par son offre, mais reconnaissante. Vraiment ? Ça ne poserait pas de problème ? Pas du tout, a-t-il assuré. Va te reposer, Marie. Tu le mérites. Je l'ai remercié chaleureusement avant de quitter le café, me sentant étrangement légère. C'était la première fois depuis des mois que quelqu'un semblait vraiment se soucier de mon bien-être. En rentrant à la maison, j'ai été surprise de voir la voiture de Pierre dans l'allée. Il était censé être au travail à cette heure-ci. Un sentiment d'inquiétude m'a envahi alors que j'approchais de la porte d'entrée. J'ai ouvert la porte aussi silencieusement que possible, et c'est alors que j'ai entendu des voix provenant du salon. La voix de Pierre, et celle d'Elisabeth. Ils semblaient être en pleine discussion animée. Je me suis approchée à pas de loup, mon cœur battant la chamade. « Maman, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, » disait Pierre, sa voix trahissant son inconfort. « Mon chéri, » répondait Elisabeth d'un ton mielleux que je connaissais trop bien, « fais-moi confiance. C'est pour votre bien à tous les deux. » Mais Marie ne sait rien de tout ça. Elle va être furieuse quand elle l'apprendra. J'ai retenu mon souffle, mon esprit tournant à toute vitesse. De quoi parlait-il ? C'est pour ça qu'il ne faut rien lui dire pour le moment, a insisté Elisabeth. Continuons comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Le loyer que tu me verses chaque mois nous permettra d'avoir une belle somme de côté d'ici quelques mois.
J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Un loyer? Pierre payait un loyer à sa mère sans m'en parler? Je ne sais pas, maman, a dit Pierre, hésitant. Ça fait déjà 6 mois que ça dure. Je me sens mal de lui cacher ça. Pierre, a répondu Elisabeth d'un ton ferme, n'oublie pas que c'est grâce à moi que vous avez un toit sur la tête. Ce loyer est plus que raisonnable comparé à ce que vous paieriez ailleurs. Et puis, pense à l'avenir. Cet argent, je le mets de côté pour vous. Pour votre future maison. J'ai dû me retenir de ne pas entrer dans la pièce et les confronter sur le champ. Mon esprit tourbillonnait. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien Pierre payait-il? Et pourquoi ne m'en avait-il jamais parlé? D'accord, maman a finalement cédé Pierre. Mais je ne pourrai pas lui cacher éternellement. Laisse-moi gérer ça, mon chéri, a dit Elisabeth d'un ton rassurant. Fais-moi confiance. J'ai reculé lentement, faisant attention à ne pas faire de bruit. Une fois dans l'entrée, j'ai ouvert et fermé la porte d'entrée bruyamment, comme si je venais juste d'arriver. Je suis rentrée, ai-je appelé, essayant de garder une voix normale malgré le tumulte de mes émotions. Pierre est apparu dans le couloir, l'air surpris. Marie? Tu es déjà là? J'ai forcé un sourire. Oui, François m'a donné mon après-midi. Je ne me sentais pas très bien. Oh, a-t-il dit, semblant mal à l'aise. Tu aurais dû m'appeler, je serais venue te chercher. Elisabeth est apparue derrière lui, son visage affichant son habituel sourire condescendant. Marie, ma chérie, quelle surprise. J'espère que ce n'est rien de grave? J'ai secoué la tête, luttant pour maintenir mon calme. Non, juste un peu de fatigue. Je vais aller m'allonger un moment. Je suis montée dans notre chambre, ferme la porte derrière moi. Une fois seule, j'ai laissé libre cours à mes émotions. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues alors que je réalisais l'ampleur de la trahison. Pendant des heures, j'ai tourné et retourné la situation dans ma tête. Comment Pierre avait-il pu me cacher quelque chose d'aussi important? Combien d'argent avions-nous perdu à cause de ce loyer secret? Et surtout, comment avais-je pu être aussi aveugle? Le soir venu, lorsque Pierre est monté me voir, j'ai feint d'être endormie. Je ne me sentais pas capable de lui faire face sans révéler ce que je savais. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour décider de la marche à suivre. Les jours suivants ont été un véritable supplice. Chaque fois que je regardais Pierre ou Elisabeth, je sentais la colère et la trahison bouillonner en moi. J'observais leurs interactions d'un œil nouveau, remarquant les regards complices qu'ils échangeaient, les conversations à voix basse qui s'arrêtaient dès que j'entrais dans une pièce. Une semaine après ma découverte, alors que nous dînions tous les trois, Elisabeth a abordé le sujet de nos finances. Alors, mes chéris, a-t-elle dit en sirotant son vin, comment avancent vos économies? J'espère que vous arrivez à mettre un peu d'argent de côté chaque mois. J'ai senti la rage monter en moi. Comment osait-elle feindre l'ignorance alors qu'elle savait pertinemment qu'une partie de notre argent allait directement dans sa poche? Pierre a semblé mal à l'aise, évitant mon regard. Eh bien, nous faisons de notre mieux, maman. C'est important de penser à l'avenir, a poursuivi Elisabeth. Vous ne pourrez pas vivre ici éternellement, après tout. C'en était trop. Les mots sont sortis de ma bouche avant que je puisse les retenir. Et combien de temps encore allons-nous devoir payer un loyer en secret, Elisabeth? Le silence qui a suivi était assourdissant. Pierre a pâli, tandis qu'Elisabeth me fixait, ses yeux rétrécis. De quoi parles-tu, Marie, a-t-elle demandé d'un ton faussement innocent. Ne faites pas semblant, ai-je craché. Je vous ai entendu, toi et Pierre. Je sais tout sur le loyer que vous nous faites payer en cachette. Pierre a tenté d'intervenir. Marie, je peux t'expliquer. Mais j'étais lancée, des mois de frustration et de colère refoulée explosant enfin. M'expliquer quoi, Pierre? Comment tu as pu me mentir pendant des mois? Comment tu as pu laisser ta mère nous manipuler ainsi? Elisabeth s'est levée, son visage dur comme la pierre. Je pense que tu oublies à qui tu parles, jeune fille. Sans moi, vous seriez à la rue. Sans vous, ai-je ri amèrement. Sans vous, nous aurions pu économiser cet argent pour notre propre logement. Au lieu de ça, vous nous avez piégés ici,
nous rendant dépendants de vous. La dispute qui a suivi a été violente. Des mois de tension et de non-dits ont éclaté au grand jour. Pierre, pris entre sa mère et moi, semblait perdu, incapable de prendre parti. Finalement, épuisé et dégoûté, je suis monté dans notre chambre, claquant la porte derrière moi. J'ai commencé à jeter mes affaires dans une valise, les larmes coulant librement sur mes joues. Quelques minutes plus tard, Pierre est entré dans la chambre. « Marie, s'il te plaît, écoute-moi » a-t-il supplié. Je me suis tournée vers lui, la colère et la douleur me submergeant. « T'écouter ? Pourquoi ? Pour que tu me mentes encore ? Je voulais te le dire, a-t-il dit, l'air abattu. Mais ma mère pensait que c'était mieux ainsi. Elle disait que ça nous aiderait à économiser plus rapidement. J'ai secoué la tête, incrédule. Et tu l'as cru ? Tu as préféré lui faire confiance plutôt qu'à ta propre femme ? Pierre a tenté de s'approcher de moi, mais je l'ai repoussé. Ne me touche pas. Je ne sais même plus qui tu es. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé du salon, incapable de partager le même lit que Pierre. Le lendemain matin, je suis partie travailler tôt, évitant toute confrontation. Mais je savais que ce n'était que le début. Cette découverte avait tout changé, et rien ne serait plus jamais comme avant. J'étais déterminée à obtenir des réponses, à comprendre comment nous en étions arrivés là. Et surtout, j'étais résolue à ne plus jamais me laisser manipuler, que ce soit par Elisabeth ou par Pierre. Le pire était encore à venir, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer à quel point les choses allaient dégénérer. Les jours qui ont suivi ma découverte du loyer secret ont été tendus et inconfortables. Pierre essayait constamment de me parler, de s'expliquer, mais j'évitais ses tentatives de réconciliation. Elisabeth, quant à elle, agissait comme si rien ne s'était passé, maintenant sa façade de belle-mère bienveillante. Un soir, environ une semaine après la confrontation, j'ai décidé qu'il était temps d'avoir une conversation sérieuse. J'ai attendu que Pierre rentre du travail et je l'ai confronté dans notre chambre. « Pierre, ai-je dit fermement, nous devons parler. Je veux savoir exactement combien tu as payé à ta mère et depuis combien de temps cela dure. » Il a soupiré, s'asseyant lourdement sur le bord du lit. « Marie, je suis désolée. Je sais que j'aurais dû t'en parler plus tôt. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé, ai-je insisté. Je veux des réponses concrètes. » Pierre a hésité un moment avant de répondre. « Ça fait 6 mois. Depuis que nous avons emménagé ici. Ma mère m'a demandé 1 000 € par mois. J'ai senti mon cœur se serrer. 6 mois à 1 000 € par mois. C'était une somme considérable que nous aurions pu économiser. Et tu ne t'es jamais dit que j'aurais dû être au courant de ça, ai-je demandé, la colère montant dans ma voix. Ma mère a dit que c'était mieux ainsi, a-t-il murmuré. Elle a dit que ça nous aiderait à économiser plus rapidement pour notre propre maison. J'ai ri amèrement. Et tu l'as cru ? Pierre, nous avons perdu 6 000 €. Comment cela pourrait-il nous aider à économiser ? Il a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Elle a dit qu'elle mettait cet argent de côté pour nous. Pour nous aider à faire un apport pour une maison plus tard. J'ai secoué la tête, incrédule. Et tu n'as jamais pensé à vérifier ? À demander des preuves ? Pierre est resté silencieux, la honte se lisant sur son visage. Nous devons partir d'ici, ai-je dit fermement. Nous ne pouvons pas continuer à vivre sous le même toit qu'elle. Mais où irions-nous ? A demandé Pierre, l'air perdu. Nous n'avons pas assez d'économies pour louer un appartement. Nous trouverons une solution, ai-je insisté. Mais nous ne pouvons pas rester ici 1 minute de plus. C'est à ce moment-là qu'Elisabeth est entrée dans la chambre sans frapper. Son visage affichait un sourire froid qui me glaça le sang. « Je crois que j'ai entendu mon nom », a-t-elle dit d'une voix doucereuse. « De quoi parliez-vous, mes chéris ?» J'ai senti la colère monter en moi. Nous parlions de partir d'ici, Elisabeth. Nous ne pouvons plus vivre sous votre toit après ce que vous avez fait. Son sourire s'est élargi, mais ses yeux sont restés froids. Oh, vraiment ? Et où comptez-vous aller ? Vous n'avez nulle part où aller, n'est-ce pas ? J'ai serré les poings, luttant pour garder mon calme. Nous trouverons un moyen. Nous n'avons pas besoin de vous. Elisabeth a ri, un son qui m'a fait frissonner.
Ma pauvre Marie, tu es si naïve. Vous pensez vraiment pouvoir vous en sortir sans moi? Sans mon aide? Votre aide, ai-je craché. Vous appelez ça de l'aide? Nous faire payer un loyer en secret? C'était pour votre bien, a-t-elle répondu, son ton devenant plus dur. Pour vous apprendre la valeur de l'argent. Et maintenant, vous voulez partir? Très bien. Mais avant cela, j'ai quelque chose à vous dire. Elle s'est tournée vers Pierre, qui semblait vouloir disparaître. Pierre, mon chéri, dis-lui. Dis-lui combien vous me devez réellement. Pierre a pâli. Maman, je ne pense pas que ce soit le bon moment. Dis-lui, a insisté Elisabeth, sa voix devenant tranchante. Pierre a dégluti difficilement avant de se tourner vers moi. Marie, ma mère nous a prêté de l'argent. Pour notre mariage. Et pour quelques autres choses. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Combien, ai-je demandé, ma voix à peine audible. 60 000 euros, a murmuré Pierre. Le monde semblait tourner autour de moi. 60 000 euros. C'était une somme astronomique. Comment avais-je pu ne rien savoir de tout cela? Elisabeth s'est approchée de moi, son visage à quelques centimètres du mien. Voilà la vérité, ma chère belle-fille. Vous me devez 60 000 euros. Et si vous voulez partir, vous devrez me rembourser. Chaque centime. J'ai reculé, cherchant le soutien du mur derrière moi. C'est impossible. Nous n'avons pas cet argent. Oh, je sais, a-t-elle dit, son sourire s'élargissant. C'est pourquoi j'ai une proposition à vous faire. Vous pouvez rester ici, continuer à payer le loyer, et je considérerai cela comme un remboursement progressif de votre dette. Ou vous pouvez partir, mais dans ce cas, j'exigerai le remboursement immédiat de la totalité de la somme. J'ai regardé Pierre, espérant qu'il dirait quelque chose, qu'il s'opposerait à sa mère. Mais il est resté silencieux, les yeux baissés. Vous ne pouvez pas faire ça, ai-je dit, ma voix tremblante de colère et de peur. C'est du chantage. Elisabeth a haussé les épaules. Appelez ça comme vous voulez. Mais c'est la réalité. Vous avez le choix, rester ici et rembourser votre dette progressivement, ou partir et faire face aux conséquences légales d'une dette non remboursée. J'ai senti les larmes monter à mes yeux, mais je les ai refoulées. Je ne voulais pas lui donner la satisfaction de me voir pleurer. Vous ne pouvez pas nous forcer à rester ici, ai-je dit, essayant de garder une voix ferme. Non, je ne peux pas, a-t-elle admis. Mais je peux vous poursuivre en justice pour récupérer mon argent. Et croyez-moi, je le ferai si nécessaire. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je regardais tour à tour Pierre et Elisabeth, cherchant une issue à cette situation impossible. Je vous laisse réfléchir, a finalement dit Elisabeth en se dirigeant vers la porte. Mais sachez que je veux une réponse d'ici demain soir. Soit vous restez et vous continuez à payer, soit vous partez et vous me remboursez immédiatement. À vous de choisir. Elle est sortie, nous laissant, Pierre et moi, dans un silence pesant. Comment as-tu pu, ai-je finalement demandé à Pierre, ma voix à peine plus qu'un murmure. Comment as-tu pu nous mettre dans cette situation? Il a levé les yeux vers moi, et j'ai vu des larmes briller dans ses yeux. Je suis désolée, Marie. Je pensais bien faire. Je voulais que nous ayons un beau mariage, que nous puissions commencer notre vie ensemble sur de bonnes bases. Ma mère a proposé de nous aider, et j'ai accepté sans réfléchir aux conséquences. J'ai secoué la tête, incapable de comprendre comment nous en étions arrivés là. Et maintenant? Que sommes-nous censés faire? Pierre a haussé les épaules, l'air complètement perdu. Je ne sais pas. Nous n'avons pas 60 000 euros. Et si nous partons sans payer, ma mère nous poursuivra en justice. Elle en est capable, tu sais. J'ai fermé les yeux, essayant de réfléchir clairement malgré le tourbillon d'émotions qui m'envahissait. Nous étions pris au piège, coincés entre le marteau et l'enclume. Rester signifiait continuer à vivre sous le contrôle d'Elisabeth, mais partir signifiait faire face à une dette écrasante et potentiellement à des poursuites judiciaires. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai passé des heures à réfléchir, à chercher une solution, une échappatoire. Mais chaque fois que je pensais avoir trouvé une issue, je me heurtais à un nouveau mur. Le lendemain matin,
épuisée et désespérée, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas continuer ainsi. Je ne pouvais pas rester dans cette maison, sous le contrôle d'Elisabeth, mais je ne pouvais pas non plus partir sans rien. Il me fallait un plan. J'ai attendu qu'Elisabeth et Pierre soient partis pour la journée avant de commencer à agir. J'ai fouillé la maison de fond en comble, cherchant des preuves, des documents, n'importe quoi qui pourrait m'aider à comprendre l'ampleur de la situation et peut-être à trouver une solution. Dans le bureau d'Elisabeth, j'ai finalement trouvé ce que je cherchais, un dossier contenant tous les détails de notre dette. En le parcourant, j'ai réalisé avec horreur que la situation était encore pire que ce que je pensais. Non seulement Elisabeth avait tenu un compte précis de chaque centime que nous lui devions, mais elle avait également ajouté des intérêts exorbitants. C'est à ce moment-là que j'ai compris que nous ne pourrions jamais nous en sortir en jouant selon ces règles. Il était temps de prendre les choses en main, de trouver une solution, même si cela signifiait prendre des risques. Avec les preuves en main, j'ai commencé à élaborer un plan. Un plan qui, je l'espérais, nous permettrait de nous libérer de l'emprise d'Elisabeth une fois pour toutes. Mais je savais que ce ne serait pas facile, et que les conséquences pourraient être désastreuses si les choses tournaient mal. Le soir venu, lorsqu'Elisabeth est revenue pour avoir notre réponse, j'étais prête. Prête à affronter ce qui allait suivre, prête à me battre pour notre liberté. Peu importe le coût. Le soir où Elisabeth est revenue pour avoir notre réponse, j'étais prête à l'affronter. J'avais passé la journée à rassembler des preuves et à élaborer un plan. Quand elle est entrée dans le salon, où Pierre et moi l'attendions, son visage affichait un air de triomphe anticipé. « Alors, mes chéris, a-t-elle dit d'une voix mielleuse, avez-vous pris votre décision ?» J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. « Oui, Elisabeth. Nous avons décidé de partir. » Son sourire s'est figé. « Vraiment ? Et comment comptez-vous rembourser votre dette ? » C'est à ce moment-là que j'ai sorti les documents que j'avais trouvés dans son bureau. « Nous ne vous devons rien, Elisabeth. J'ai trouvé les preuves de votre manipulation. » Le visage d'Elisabeth est passé de la surprise à la colère en une fraction de seconde. « Comment osez-vous fouiller dans mes affaires ? Comment osez-vous nous manipuler ?» ai-je rétorqué. Ces documents montrent clairement que vous avez gonflé artificiellement notre dette, ajouté des intérêts exorbitants, et même inventé des dépenses qui n'ont jamais existé. Pierre, qui était resté silencieux jusque-là, a pris la parole. « Maman, est-ce que c'est vrai ?» Elisabeth s'est tournée vers lui, son visage se radoucissant légèrement. « Mon chéri, tu ne comprends pas. Tout ce que j'ai fait, c'était pour votre bien. Pour notre bien, ai-je éclaté. Nous endetter, nous manipuler, nous faire chanter ? En quoi est-ce pour notre bien ? Je voulais vous apprendre la valeur de l'argent, a-t-elle sifflé. Vous donner une leçon sur la responsabilité financière. J'ai secoué la tête, incrédule. Une leçon ? Vous appelez ça une leçon ? C'est de l'extorsion pure et simple. Elisabeth a alors changé de tactique. Son visage s'est durci et sa voix est devenue glaciale. Peu importe ce que vous pensez. Vous me devez cet argent, et je le récupérerai, d'une façon ou d'une autre. C'est à ce moment-là que Pierre m'a surprise. Il s'est levé, se plaçant entre sa mère et moi. Non, maman. Ça suffit. Nous ne te devons rien. Elisabeth a semblé momentanément déstabilisée par la réaction de son fils. Pierre, mon chéri, tu ne peux pas être sérieux. Après tout ce que j'ai fait pour vous. Ce que tu as fait pour nous, a répété Pierre, sa voix tremblant légèrement. Tu nous as menti, manipulé, fait chanter. Ce n'est pas de l'amour, maman. C'est du contrôle. J'ai senti un élan de fierté envers Pierre. Pour la première fois depuis que toute cette histoire avait commencé, il prenait position contre sa mère. Elisabeth, cependant, n'était pas prête à abandonner. Très bien, a-t-elle dit, sa voix devenant menaçante. Si c'est ainsi que vous voulez jouer, alors jouons. J'ai des amis influents, vous savez. Je peux faire en sorte que vous ne trouviez jamais de travail dans cette ville. Je peux ruiner vos vies. J'ai senti la peur monter en moi, mais j'ai refusé de la laisser me paralyser. Allez-y, ai-je dit, ma voix plus assurée que je ne l'étais réellement. Faites-le. Mais sachez que si vous le faites,
ces documents, j'ai agité les papiers que je tenais, seront envoyés à la police et à un avocat. Je suis sûr qu'ils seront très intéressés par vos pratiques d'extorsion. Le visage d'Elisabeth est devenu livide. Vous n'oseriez pas. Vous voulez parier, ai-je répondu, soutenant son regard. Un silence tendu est tombé sur la pièce. Pendant ce qui a semblé être une éternité, nous nous sommes fixés, Elisabeth et moi, dans une bataille de volonté silencieuse. Finalement, c'est Pierre qui a rompu le silence. Maman, s'il te plaît. Arrête tout ça. Laisse-nous partir. Nous ne dirons rien sur ce qui s'est passé ici si tu nous laisses tranquilles. Elisabeth a regardé son fils, et pour la première fois, j'ai vu une fissure dans son armure. Une lueur de doute, peut-être même de regret, est passée dans ses yeux. Pierre, a-t-elle dit, sa voix soudain moins assurée, tu ne peux pas être sérieux. Tu choisirais cette fille plutôt que ta propre mère? Ce n'est pas un choix, maman, a répondu Pierre doucement. C'est ma femme. Nous sommes une équipe. Et ce que tu as fait, ce n'est pas correct. J'ai vu quelque chose se briser en Elisabeth à ce moment-là. Son masque de contrôle et de manipulation s'est effrité, révélant une femme soudain vulnérable et effrayée. Vous ne pouvez pas partir, a-t-elle dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. J'ai tout fait pour vous. Tout. Nous partons, Elisabeth, ai-je dit fermement. C'est fini. Laissez-nous tranquilles, et nous ne révélerons rien de ce qui s'est passé ici. Pendant un long moment, Elisabeth est restée immobile, nous regardant tour à tour. Puis, sans un mot, elle a tourné les talons et est sortie de la pièce. Pierre et moi sommes restés là, abasourdis par ce qui venait de se passer. Lentement, il s'est tourné vers moi. Je suis désolé, a-t-il dit, les larmes aux yeux. Je suis tellement désolé de ne pas t'avoir cru plus tôt. De ne pas avoir vu ce que ma mère faisait. J'ai pris sa main dans la mienne. L'important, c'est que tu l'aies vu maintenant. Nous avons passé le reste de la soirée à faire nos valises en silence. Elisabeth ne s'est pas montrée, enfermée dans sa chambre. Le lendemain matin, nous sommes partis avant l'aube, laissant derrière nous les clés de la maison et une note brève expliquant que nous ne reviendrions pas. Les jours qui ont suivi ont été difficiles. Nous avons trouvé refuge chez une amie, dormant sur un canapé-lit inconfortable dans son minuscule appartement. Trouver un emploi et un logement s'est avéré être un défi, surtout avec la menace des amis influents d'Elisabeth planant au-dessus de nos têtes. Mais malgré les difficultés, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Nous étions libres. Libres du contrôle et de la manipulation d'Elisabeth. Libres de prendre nos propres décisions, de faire nos propres erreurs. Pierre, cependant, luttait avec ses propres démons. La rupture avec sa mère l'avait profondément affecté. Il y avait des nuits où je le trouvais assis dans l'obscurité, perdu dans ses pensées. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu faire ça, m'a-t-il dit un soir. Comment ai-je pu être aussi aveugle? J'ai pris sa main dans la mienne. L'amour peut nous aveugler parfois. L'important, c'est que tu aies fini par voir la vérité. Mais malgré mes paroles rassurantes, je ne pouvais m'empêcher de me demander si notre relation survivrait à cette épreuve. Pierre avait choisi de me soutenir face à sa mère, mais à quel prix? La culpabilité qu'il ressentait était palpable, et je craignais qu'elle ne finisse par nous séparer. Un mois après notre départ, alors que nous commencions tout juste à nous remettre sur pied, Pierre a reçu un appel d'Elisabeth. Il a hésité longtemps avant de décrocher, et quand il l'a fait, j'ai vu son visage pâlir. Que se passe-t-il, ai-je demandé après qu'il ait raccroché. Ma mère. A-t-il commencé, sa voix tremblante. Elle dit qu'elle est malade. Qu'elle a besoin de nous. J'ai senti mon cœur se serrer. Était-ce une autre manipulation? Ou Elisabeth était-elle vraiment malade? Qu'est-ce que tu veux faire, ai-je demandé doucement. Pierre a secoué la tête, l'air perdu. Je ne sais pas. Une partie de moi veut y aller, s'assurer qu'elle va bien. Mais une autre partie a peur que ce soit un piège, ai-je terminé pour lui. Il a hoché la tête, les larmes aux yeux. Qu'est-ce que je dois faire, Marie? J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. La décision que nous allions prendre maintenant allait définir notre avenir.
Allions-nous retourner vers Élisabeth, risquant de retomber dans ses manipulations? Ou allions-nous rester fermes dans notre décision de nous éloigner d'elle, au risque de regretter notre choix si elle était vraiment malade? Le dilemme qui se présentait à nous était déchirant. D'un côté, il y avait la peur de retomber dans le piège d'Élisabeth, de perdre la liberté que nous avions si chèrement acquise. De l'autre, il y avait la culpabilité potentielle de tourner le dos à quelqu'un qui avait besoin d'aide, même si cette personne nous avait fait du mal. Alors que nous nous tenions là, face à cette décision impossible, j'ai réalisé que quoi que nous choisissions, rien ne serait plus jamais comme avant. Notre vie avait irrémédiablement changé, et nous devions maintenant naviguer dans ces eaux troubles, ensemble. La décision de ne pas retourner auprès d'Élisabeth, malgré son appel à l'aide, a été l'une des plus difficiles que nous ayons jamais prises. Pierre était déchiré, tiraillé entre son sens du devoir filial et la peur de retomber dans les manipulations de sa mère. Quant à moi, je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était peut-être un autre de ses pièges. Finalement, après une longue nuit de discussions et de larmes, nous avons décidé de rester à distance. Pierre a appelé un de ses cousins pour lui demander de vérifier l'état de santé d'Élisabeth, mais nous avons maintenu notre résolution de ne pas retourner dans cette maison qui avait été le théâtre de tant de souffrances. Les jours qui ont suivi ont été difficiles. Pierre était rongé par la culpabilité, et je me sentais impuissante face à sa douleur. Nous avions quitté la maison d'Élisabeth avec pratiquement rien, et notre situation financière était précaire. Nous dormions toujours sur le canapé-lit de mon amie Sophie, mais nous savions que nous ne pouvions pas abuser de son hospitalité éternellement. Un matin, alors que je prenais mon café avant de partir pour mon service au café, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi, dans l'incertitude et la peur. Il était temps de prendre notre destin en main. Pierre, ai-je dit, le réveillant doucement. Je pense qu'il est temps que nous partions d'ici. Il m'a regardé, les yeux encore embrumés de sommeil. Partir? Mais pour aller où? J'ai pris une profonde inspiration. Je ne sais pas encore. Mais nous ne pouvons pas rester ici éternellement. Nous devons recommencer à zéro, loin d'ici, loin d'Élisabeth et de son influence. Pierre s'est redressé, l'air inquiet. Mais comment? Nous n'avons presque pas d'argent, pas de travail stable. Nous trouverons un moyen, ai-je insisté. Nous sommes jeunes, nous sommes capables. Nous pouvons recommencer ailleurs, dans une ville où personne ne nous connaît, où nous pourrons être vraiment libres. J'ai vu l'hésitation dans ses yeux, mais aussi une lueur d'espoir. L'idée de tout recommencer, aussi effrayante soit-elle, était aussi libératrice. Ce jour-là, après mon service, je suis passée à la bibliothèque municipale. J'ai passé des heures à rechercher des villes où nous pourrions potentiellement nous installer, des endroits où le coût de la vie était abordable et où les opportunités d'emploi étaient nombreuses. Quand je suis rentrée ce soir-là, j'avais une liste de possibilités. Pierre m'a écouté attentivement alors que je lui présentais mes recherches, ses yeux s'illuminant peu à peu à mesure que je parlais. « Tu as raison », a-t-il finalement dit. Nous devons partir. Recommencer. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités. Nous avons vendu le peu que nous possédions, économisant chaque centime. J'ai démissionné de mon travail au café, et Pierre a quitté son emploi précaire dans une entreprise de marketing. Sophie, notre amie qui nous hébergeait, a été d'un soutien inestimable. Elle nous a aidés à planifier notre départ, nous a prêté de l'argent pour nos billets de train, et nous a même aidés à trouver des contacts dans la ville où nous avions décidé de nous installer, Lyon. Le jour de notre départ est arrivé plus vite que nous ne l'aurions pensé. Debout sur le quai de la gare, nos maigres possessions dans 2 valises à nos pieds, j'ai senti un mélange d'excitation et de peur m'envahir. « Tu es sûr que c'est ce que tu veux ?» m'a demandé Pierre, serrant ma main dans la sienne. J'ai hoché la tête, déterminé. Oui. C'est notre chance de tout recommencer, d'être vraiment nous-mêmes. Le voyage en train a été long, mais rempli d'espoir. Nous avons passé des heures à parler de nos projets, de nos rêves pour l'avenir. Pour la première fois depuis longtemps, je voyais Pierre sourire sincèrement, sans l'ombre de sa mère planant au-dessus de nous. Arrivé à Lyon, la réalité de notre situation nous a rapidement rattrapés. Nous avions loué une minuscule chambre dans une colocation, mais trouver du travail s'est avéré plus difficile que prévu. Les premiers jours, nous avons arpenté les rues,
distribuant des CV dans tous les commerces et entreprises que nous croisions. Les refus s'accumulaient, et notre petit pécule fondait à vue d'œil. Il y a eu des moments de doute, des nuits où je me réveillais en sueur, me demandant si nous n'avions pas fait une terrible erreur. Mais nous nous accrochions l'un à l'autre, nous soutenant mutuellement dans les moments difficiles. Pierre, qui avait toujours été plutôt timide et réservé, m'a surprise par sa détermination et son courage. Un matin, alors que nous prenions notre petit déjeuner, des tartines et du café instantané, notre repas quotidien, Pierre m'a annoncé une nouvelle qui allait tout changer. J'ai eu une idée, m'a-t-il dit, les yeux brillants d'excitation. Tu te souviens de ce cours de photographie que j'avais suivi il y a quelques années? J'ai hoché la tête, me demandant où il voulait en venir. Eh bien, j'ai pensé, et si je me lançais comme photographe freelance? Je pourrais commencer par faire des portraits, des photos de mariage, ce genre de choses. Ça ne coûterait pas grand-chose pour démarrer, juste un bon appareil photo et un ordinateur pour le traitement des images. J'ai senti l'espoir renaître en moi. C'était la première fois depuis notre arrivée à Lyon que je voyais Pierre aussi enthousiaste. C'est une excellente idée, me suis-je exclamé. Tu as toujours eu un bon œil pour la photo. Nous avons passé les jours suivants à élaborer un plan d'affaires. Nous avons utilisé une grande partie de nos dernières économies pour acheter un appareil photo d'occasion et un ordinateur portable. Pierre a créé un site web pour présenter son travail, utilisant des photos qu'il avait prises par le passé. Pendant ce temps, j'ai finalement décroché un emploi de serveuse dans un petit café du centre-ville. Ce n'était pas le travail de mes rêves, mais c'était un début, un moyen de payer les factures pendant que nous construisions notre nouvelle vie. Les premiers mois ont été difficiles. Pierre a eu du mal à trouver ses premiers clients, et il y a eu des moments où nous nous demandions si nous allions pouvoir payer le loyer. Mais peu à peu, les choses ont commencé à s'améliorer. Un jour, Pierre a été engagé pour photographier un mariage. Le couple a été tellement satisfait de son travail qu'ils l'ont recommandé à leurs amis. Petit à petit, le bouche à oreille a fait son effet, et les commandes ont commencé à affluer. De mon côté, j'ai commencé à suivre des cours du soir pour obtenir un diplôme en gestion d'entreprise. Mon rêve était d'ouvrir un jour mon propre café, et je savais que cette formation m'aiderait à y parvenir. Un an après notre arrivée à Lyon, nous avons enfin pu quitter notre chambre en colocation pour emménager dans un petit appartement à nous. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le nôtre, un espace que nous avions gagné par notre travail et notre persévérance. Le soir de notre emménagement, assis sur le sol de notre salon encore vide, entouré de cartons, nous avons ouvert une bouteille de vin bon marché pour célébrer. Tu te rends compte du chemin que nous avons parcouru, ai-je dit à Pierre, levant mon verre en plastique. Il a souri, ses yeux brillants de fierté et d'amour. Oui, et c'est grâce à toi. Sans ton courage, ta détermination, nous n'en serions pas là aujourd'hui. J'ai secoué la tête. Non, c'est grâce à nous. Nous l'avons fait ensemble. Nous sommes restés longtemps assis là, parlant de notre parcours, de nos espoirs pour l'avenir. Pour la première fois depuis que nous avions quitté la maison d'Elisabeth, je me sentais vraiment chez moi. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Il y avait encore des moments où Pierre pensait à sa mère, où la culpabilité le rongeait. Nous avions appris par son cousin qu'Elisabeth n'avait pas vraiment été malade, que c'était juste une autre de ses manipulations. Cette nouvelle avait à la fois soulagé Pierre et ravivé sa douleur. Mais nous avions appris à faire face à ces moments ensemble. Nous parlions ouvertement de nos sentiments, de nos peurs, de nos espoirs. Nous avions compris que notre force résidait dans notre unité, dans notre capacité à nous soutenir mutuellement. Cette nuit-là, allongée dans notre nouveau lit, écoutant la respiration régulière de Pierre endormi à côté de moi, j'ai réalisé à quel point nous avions grandi. Nous n'étions plus ces jeunes mariés naïfs qui avaient accepté l'offre d'Elisabeth 2 ans plus tôt. Nous étions devenus plus forts, plus sages, plus unis. Je savais que l'avenir nous réservait encore de nombreux défis. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur. Nous avions survécu au pire, nous avions reconstruit notre vie à partir de rien. Quoi que l'avenir nous réserve, je savais que nous pourrions y faire face, ensemble. 3 ans s'étaient écoulés depuis notre départ précipité de la maison d'Elisabeth. 3 années de lutte, de reconstruction, mais aussi de croissance et d'amour. Notre vie à Lyon avait pris un rythme agréable.
L'entreprise de photographie de Pierre prospérait, et j'avais finalement obtenu mon diplôme en gestion d'entreprise. Mon rêve d'ouvrir mon propre café semblait enfin à portée de main. C'était un mardi matin comme les autres. Je préparais le petit déjeuner pendant que Pierre vérifiait ses emails, quand soudain, il a poussé une exclamation de surprise. « Marie, a-t-il dit, sa voix tremblante, c'est un email de ma mère. » J'ai senti mon cœur se serrer. Elisabeth. Nous n'avions eu aucun contact avec elle depuis notre départ, hormis quelques nouvelles occasionnelles via le cousin de Pierre. « Que dit-elle » ai-je demandé, m'efforçant de garder une voix calme malgré l'anxiété qui montait en moi. Pierre a lu l'email à voix haute. Elisabeth disait qu'elle regrettait profondément ses actions passées. Elle avait suivi une thérapie, disait-elle, et avait réalisé à quel point son comportement avait été toxique et manipulateur. Elle demandait pardon et exprimait le désir de nous revoir, de reconstruire une relation saine si nous étions d'accord. Le silence qui a suivi était lourd de tension. Je regardais Pierre, essayant de déchiffrer ses émotions. Son visage était un mélange de confusion, d'espoir et de peur. « Qu'en penses-tu » a-t-il finalement demandé, ses yeux cherchant les miens. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne sais pas, Pierre. D'un côté, si elle a vraiment changé, ce serait merveilleux pour toi de pouvoir reconstruire une relation avec ta mère. Mais d'un autre côté, tu as peur que ce soit une autre manipulation, a-t-il terminé pour moi. J'ai hoché la tête. Exactement. Après tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons construit ici, je ne veux pas risquer de tout perdre à nouveau. Pierre s'est levé et m'a prise dans ses bras. Je comprends. Je ne veux pas non plus mettre en danger ce que nous avons. Mais c'est ma mère, Marie. Malgré tout, une partie de moi espère toujours qu'elle peut changer. Nous avons passé les jours suivants à discuter, à peser le pour et le contre. Finalement, nous avons décidé de répondre à Elisabeth, mais avec prudence. Nous lui avons proposé une rencontre sur terrain neutre, dans un café à mi-chemin entre Lyon et Paris. Le jour de la rencontre est arrivé plus vite que nous ne l'aurions voulu. Assis dans le train qui nous menait vers cette confrontation redoutée, je sentais la tension de Pierre. Je lui ai pris la main, la serrant doucement pour lui rappeler que j'étais là, que nous étions ensemble dans cette épreuve. Quand nous sommes entrés dans le café, j'ai immédiatement repéré Elisabeth. Elle était assise seule à une table, l'air plus âgé et plus fragile que dans mes souvenirs. Quand elle nous a vus, son visage s'est illuminé d'un mélange de joie et d'appréhension. « Pierre, Marie » a-t-elle dit en se levant, hésitant visiblement entre nous embrasser ou garder ses distances. « Je suis si heureuse que vous ayez accepté de me voir. » Nous nous sommes assis, un silence gêné s'installant entre nous. C'est Elisabeth qui l'a finalement rompu. « Je sais que des excuses ne suffiront jamais à réparer le mal que je vous ai fait » a-t-elle commencé, sa voix tremblante d'émotion. Mais je veux que vous sachiez à quel point je regrette mes actions. J'ai passé ces 3 dernières années à travailler sur moi-même, à essayer de comprendre pourquoi j'agissais ainsi et à apprendre à être une meilleure personne. J'ai regardé Pierre du coin de l'œil. Son visage était impassible, mais je pouvais voir l'émotion dans ses yeux. « Pourquoi maintenant » a-t-il demandé. « Pourquoi après tout ce temps ?» Elisabeth a baissé les yeux. « J'ai eu un grave problème de santé l'année dernière. Un cancer. Ça m'a fait réaliser à quel point j'avais gâché les choses avec vous. J'ai eu peur de mourir sans avoir eu la chance de vous demander pardon. J'ai senti mon cœur se serrer malgré moi. Était-ce vraiment possible ? Elisabeth avait-elle vraiment changé ? La conversation qui a suivi a été longue et émotionnelle. Elisabeth nous a parlé de sa thérapie, de ce qu'elle avait appris sur elle-même et sur ses comportements toxiques. Elle a reconnu chacune de ses erreurs, chacune de ses manipulations, sans chercher à se justifier. « Je ne vous demande pas de me pardonner » a-t-elle dit. « Je sais que j'ai perdu ce droit. Je voulais juste que vous sachiez à quel point je suis désolée, et vous dire que je suis fière de ce que vous êtes devenus, de la vie que vous avez construite ensemble. » À la fin de la rencontre, nous étions tous les 3 épuisés émotionnellement. Nous avons convenu de rester en contact, mais de procéder lentement, pas à pas. Sur le chemin du retour vers Lyon, Pierre est resté silencieux pendant longtemps, perdu dans ses pensées. « Qu'en penses-tu » ai-je finalement demandé. Il a poussé un long soupir. «
Je ne sais pas. Une partie de moi veut croire qu'elle a vraiment changé. Mais une autre partie a encore peur. J'ai hoché la tête, comprenant parfaitement ce qu'il ressentait. Nous n'avons pas à prendre de décision tout de suite. Nous pouvons prendre notre temps, voir comment les choses évoluent. Les mois qui ont suivi ont été une période d'ajustement. Nous avons commencé par échanger des emails occasionnels avec Elisabeth, puis des appels téléphoniques. Petit à petit, nous avons vu des signes de changement réel chez elle. Elle respectait nos limites, ne cherchait pas à s'immiscer dans nos vies, et semblait sincèrement intéressée par notre bonheur. 1 an après notre première rencontre, nous avons finalement accepté l'invitation d'Elisabeth à venir passer un week-end chez elle à Paris. J'étais nerveuse à l'idée de retourner dans cette maison qui avait été le théâtre de tant de souffrances, mais j'ai été surprise de constater à quel point les choses avaient changé. La maison elle-même semblait différente, plus chaleureuse, moins oppressante. Elisabeth nous a accueillis avec une gentillesse sincère, sans aucune trace de son ancien comportement contrôlant. Le soir, alors que nous étions tous assis dans le salon, Elisabeth nous a surpris avec une annonce. « J'ai quelque chose pour vous », a-t-elle dit, sortant une enveloppe de son bureau. « C'est un chèque. La somme exacte que je vous ai extorquée, plus les intérêts. » Pierre et moi avons échangé un regard stupéfait. « Maman, » a commencé Pierre, « ce n'est pas nécessaire. » Elisabeth a levé la main pour l'interrompre. « Si, ça l'est. Je sais que l'argent ne peut pas effacer ce que j'ai fait, mais c'est un début. Je veux que vous l'utilisiez pour votre avenir, peut-être pour ce café dont tu rêves, Marie. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Ce geste, plus que tout autre, m'a convaincue qu'Elisabeth avait vraiment changé. Ce week-end a marqué un tournant dans notre relation avec Elisabeth. Bien sûr, il y a eu des moments difficiles par la suite, des vieilles habitudes qui ressurgissaient parfois, mais nous avons appris à communiquer ouvertement, à établir des limites saines. 2 ans plus tard, alors que j'ouvrais enfin les portes de mon propre café à Lyon, Elisabeth était là, aux côtés de Pierre, pour me soutenir. La voir interagir avec nos amis, nos clients, sans aucune trace de son ancien comportement manipulateur, a été une expérience surréaliste mais merveilleuse. Ce soir-là, après la fermeture, alors que nous célébrions en famille, j'ai réalisé à quel point notre voyage avait été long et difficile. De jeunes mariés naïfs vivant sous le joug d'une belle-mère manipulatrice, nous étions devenus des adultes forts et indépendants, capables de faire face à l'adversité et de pardonner. Pierre m'a prise à part un moment, me serrant dans ses bras. « Merci », a-t-il murmuré. « Sans toi, sans ta force, je n'aurais jamais eu le courage de faire face à tout ça. » J'ai secoué la tête, émue. Nous l'avons fait ensemble, Pierre. C'est notre force à tous les deux qui nous a menés ici. Alors que nous rejoignions Elisabeth et nos amis, j'ai réalisé que notre histoire n'était pas seulement celle d'une fuite et d'une reconstruction. C'était aussi une histoire de croissance, de pardon et de la possibilité de changement, même dans les situations qui semblent les plus désespérées. Notre chemin n'avait pas été facile, et je savais qu'il y aurait encore des défis à relever. Mais en regardant autour de moi, voyant la joie sur les visages de Pierre et d'Elisabeth, sentant la fierté d'avoir réalisé mon rêve, j'ai su que nous étions prêts à affronter tout ce que l'avenir nous réservait. Ensemble, plus forts que jamais.